Pour démarrer, moi je suis chargé de faire quelques rappels. Donc le premier, c'est se rappeler ou se poser la question finalement pourquoi on élève des génisses dans un élevage laitier. Ça peut paraître trivial, mais parfois ça vaut le coup de se la reposer. Et puis le deuxième rappel ou des seconds rappels, ce sera plutôt sur quelques notions qu'on manipule tous les jours presque dans vos élevages, juste se dire à quoi elles correspondent. Alors pourquoi est-ce qu'on élève des génisses? Pour faire des vaches laitières. Et si possible pour faire des vaches laitières qui font de bonnes carrières, sachant qu'aujourd'hui en moyenne en France, finalement les vaches laitières sont réformées à l'issue de leur 3e lactation en moyenne. Et quand on décompose la carrière d'une vache laitière, on a une durée de vie d'à peu près 6 ans en moyenne à l'échelle française, avec la phase d'élevage qui va de la naissance jusqu'à 2 ans et demi, qui correspond à l'âge moyen au premier vélage. Alors en Bretagne, vous êtes légèrement meilleur. Vous êtes à un peu moins de 2 ans et demi, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur qu'on a quand même. Et puis au final, une durée de vie productive, c'est-à-dire la durée de vie qui s'écoule entre le premier vélage et puis la réforme de l'animal, qui est d'un peu plus de 3 ans. Donc dit autrement, ça veut tout simplement dire que tous les 3 ans, on a changé le troupeau de A à Z, en tout cas le troupeau de vaches laitières. Donc on va revenir là-dessus juste après. Seconde série de rappels, c'est tout un tas de critères aujourd'hui qu'on manipule dans les élevages, et parfois il y a des confusions, donc il nous semblait important de faire un petit point là-dessus. Le premier rappel, c'est le rang moyen de lactation. Je pense qu'il y a plein d'éleveurs qui connaissent ce critère-là. Le rang moyen de lactation, c'est le numéro moyen de lactation des vaches laitières de votre troupeau. Donc ici, on a fait un petit troupeau dans le cercle bleu de 10 vaches, avec leur numéro de lactation qui est inscrit sur chaque petite vache. Et quand vous faites la moyenne, si je ne me suis pas trompé, on est à 2,4. Donc en moyenne, dans ce troupeau, les vaches qui produisent du lait sont à 2,4 lactations. Si je m'intéresse aux vaches qui sont sorties de ce troupeau, les vaches qui sont réformées, donc ici, on a 3 vaches qui ont été réformées, une première, une troisième, une 5e lactation. Eh bien, le numéro moyen de lactation des vaches réformées, c'est-à-dire de ces 3 vaches, il est de 3. Donc on retrouve à peu près le chiffre qu'on avait cité juste précédemment. 3 vaches réformées sur un troupeau de 10 vaches, ça fait 30% de réforme. Donc ça, c'est le taux de réforme que vous pouvez parfois voir calculé pour vos élevages. Et puis, de l'autre côté, on a le renouvellement. Donc les génisses, on a dit tout à l'heure, on les élève pour en faire des vaches laitières, mais toutes les génisses ne sont pas forcément utilisées dans l'élevage naisseur. Dans cet exemple-là, on a 4 génisses, une génisse qui est vendue dans une autre exploitation, et puis 3 génisses qui vont rentrer pour devenir des vaches en production dans ce troupeau-là. Donc 3 sur 10, ça nous fait bien 30% de renouvellement. Et donc on manipule souvent ces critères-là, mais pensez bien à leur signification et ne vous trompez pas, surtout entre le rang moyen de lactation et le numéro de lactation à la réforme. Je vais vous présenter ensuite donc les différents critères du renouvellement et faire un point de situation sur là où on en est au niveau de la Bretagne aujourd'hui. Donc là, c'est un état des lieux en 2022 sur le cheptel laitier. Alors là, on a mis français, mais ce serait une répartition identique en fait sur la base des données de l'Institut de l'élevage et de Eliance 2022. Donc là, ce que vous pouvez voir sur le petit graphique à gauche, c'est qu'on a à peu près un tiers des vaches qui sont en première lactation, un quart en deuxième lactation dans les troupeaux et ensuite 18% de troisième lactation. Et lactation 4 et plus, ça représente un petit quart. Vous voyez toutes les différentes couleurs là en haut à gauche. Vous avez sur la droite en fait un graphique qui vous présente les taux de survie en fonction du rang de lactation des animaux. Donc en gros, le premier chiffre, le 100, c'est le nombre de primipares que vous avez à un moment donné. En fait, si vous regardez dans ce troupeau-là, en fait, alors c'est pas évident les taux de survie, sur les 100 primipares qui sont rentrés, en fait, si vous regardez en troisième lactation, il en reste plus que 54%. Donc en gros, vous avez perdu presque la moitié déjà des animaux arrivés en troisième lactation. Si on regarde un peu l'évolution sur un pas de temps de 10 ans, donc là vous avez en vert 2012, en bleu 2017 et en orange 2022, vous avez la part de la répartition des animaux selon le rang de lactation et vous voyez en fonction des années, ce qu'on peut constater c'est que sur un pas de temps de 10 ans, la situation a très peu changé en fait. Il y a très très peu d'évolution sur les répartitions dans les lactations. Donc en gros, on n'est pas capable de dire aujourd'hui qu'on a mieux fait vieillir nos vaches en 10 ans. C'est ça un peu la conclusion.
Si on zoome sur les données de Bretagne, donc sur la base des données Reproscope 2018-2019, toutes races confondues, l'âge moyen au vélage est de 24 mois, enfin, en moyenne troupeau. Si on regarde à l'individu, donc vous prenez tous vos animaux, toutes les génisses en fait, qui rentrent dans les troupeaux, on constate qu'un peu plus d'un tiers des génisses vèlent avant 27 mois, donc c'est plutôt pas mal, et on a une génisse sur 5 qui vèle après 32 mois. Sur la base la même base de données, toutes races confondues, on a aujourd'hui en Bretagne 31% de primipares dans les troupeaux. Et là, pareil, si on regarde un peu les répartitions au niveau des troupeaux, on a pour un quart des élevages moins de 26% de primipares dans les troupeaux et pour un quart des élevages plus de 38% de primipares. Donc ça fait quand même beaucoup, plus de 38% quand Julien disait en 3 ans on a changé, enfin dans l'exemple que tu donnais, on a changé toutes les vaches du troupeau en moyenne. Ben là 38% c'est que ça veut dire en 2 ans et demi on a changé tout le troupeau. Dans les critères du renouvellement, on va aussi prendre en compte le coût de production d'une génisse. Donc là, on vous présente, depuis 2010, sur la base des données triturées par une collègue, Céline Bessou, là, qui est dans la salle ici à Rennes, donc des données issues de l'Observatoire des systèmes, donc à la fois en conventionnel et bio, basées sur les données qu'on a des élevages en groupelet. Vous avez donc l'évolution depuis 2010 du coût de production de la génisse en euros par animal, hors rémunération de la main-d'œuvre. Donc en bleu, vous avez les données des génisses conventionnelles, en vert les données des génisses bio, et en jaune, en fait, c'est pour mettre en parallèle les prix de vente des réformes. Ce qu'on peut constater, c'est que, par exemple, les génisses conventionnelles, la courbe bleue, on a progressé de 160 € sur 6 ans. Donc ça, alors, on a mis un pointillé pour 2022-2023, on n'a pas encore toutes les données, c'est un peu ce qu'on suppose. On constatera dans 6 mois, 1 an, là où on en est. Donc c'est un peu des chiffres comme on les sent dans les comptas qu'on est en train de saisir aujourd'hui. Donc le 1650 du coût de production d'une génisse en conventionnel, par exemple. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que malgré un contexte de la viande qui est porteur, enfin qui était porteur en tout cas, le coût d'une génisse, le coût de production reste toujours supérieur en fait au prix de la réforme. Donc ça couvre pas. Sachant que quand vous rentrez une génisse dans un troupeau, elle remplace soit une vache de réforme, soit une vache morte. Donc des fois, on n'a pas de recette en fait en face de la vache qui sort. Les vaches mortes, pour donner un indicateur, c'est une vache sur 8 en fait qui sort du troupeau et est morte, à peu près. Voilà. Et là, on parle de coût de production. Alors on se dit 1650 projection de coût de production d'une génisse là pour 2022-2023. À ça, on n'a pas compté le temps qu'on passe à l'élever. Ça se fait pas, elle s'élève pas toute seule. Donc en fait, les études Inosis, le réseau que Sophie présentait tout à l'heure. Les études temps de travail qui ont été faites en 2020 mettaient en avant on compte à peu près 14 à 15 heures par génisse entre le moment où elle naît et le moment où elle vèle. Donc si vous multipliez par 20-25 € de coût de la main d'œuvre, ça fait entre 350 et 400 € qu'il faut rajouter au coût de production de la génisse. Donc là où on était à 1600 dans nos projections, on arriverait presque à 2000 € du coût de la génisse. J'ai pas besoin de faire plus de dessins que ça pour vous montrer qu'il y a quand même des questions à se poser sur le coût de production en lien, que toutes les génisses, des questions à se poser sur le coût de renouvellement que vous avez dans les troupeaux. Je vais y arriver. Vous avez sur ce graphique-là une répartition du coût des génisses produites, donc sur les mêmes modalités de calcul que tout à l'heure, et de l'âge au vélage en fait par mois. Donc ce qu'on voit, c'est que pour un même âge au vélage, par exemple pour 26 mois d'âge au vélage, on peut avoir un coût de production de la génisse à 1000 € comme à 2000 €. En fait, et dans l'autre sens, on peut avoir des coûts de production à 1500 € de coût de production de la génisse avec une génisse qu'on fait véler à 25 mois ou à 30 mois. Donc en fait, on ne peut pas dire que le vélage précoce coûte plus cher qu'un vélage semi-tardif. Donc là, on est sur la même base des données, c'est les données conventionnelles, 2021-2022. Toujours sur cette même population, 2021-2022, des données triturées dans l'Observatoire des systèmes de la Chambre d'agriculture, vous avez là la répartition entre le taux de réforme, du taux de réforme en fonction de l'âge au vélage. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'il n'y a pas de lien en fait entre les taux de réforme. Les pratiques sur les réformes ne sont pas liées aux âges au vélage qu'on pratique dans les élevages. On observe des taux de réforme qui sont très variables. Et comme on l'avait constaté dans une étude qui avait été faite, je crois que c'était en 2005, 2005-2006, sur les causes de réforme, etc., on a du mal à descendre en dessous des 20% en régime de croisière. En fait, quand on analyse ce critère-là sur plusieurs années, on a du mal à descendre en dessous de 20% de taux de réforme.
Donc on le voit aussi sur le graphique là, il n'y a pas grand-chose en dessous de 20%, quoi. On vous a mis des cases vertes, enfin on a essayé de trier par tiers en fait l'âge au vélage et le taux de réforme. Et vous avez des cases roses. Les cases roses en haut, par exemple en haut à droite, c'est ce qu'on appelle l'impact de renouvellement. Là on croise, enfin, on calcule en fait le coût de production de la génisse auquel on va enlever les recettes en fait liées à la stratégie de renouvellement. Donc on va enlever les ventes de réforme, les ventes de génisse à mouillante, les ventes de vaches en lait, et on va rediviser ce qui reste par 1000 litres. Vous voyez que l'impact du renouvellement, quand on est à plus de 28 mois d'âge au vélage et à plus de 35% de taux de réforme, il est de 52 € pour 1000 litres. L'objectif, c'est que ce critère-là soit le plus bas possible pour qu'il y ait le moins d'impact économique en fait, au niveau des résultats de l'exploitation. A contrario, vous voyez qu'à moins de 26 mois d'âge au vélage, moins de 25% de taux de réforme, cet impact renouvellement est à 23 € pour 1000 litres. On le divise presque par 2. Donc en fait, là, c'est un graphique qui cumule en fait les différents critères de renouvellement. L'âge au vélage, le taux de renouvellement ou le taux de réforme et le coût du renouvellement. Et en fait, tout ça combiné fait que, vous voyez, on peut le diviser par 2. Donc maintenant qu'on a vu le poids du coût d'élevage des génisses, comment faire pour améliorer ou réduire en tout cas ce coût d'élevage. Donc vous avez vu que le panneau 25 commence à changer de couleur. J'espère que vous connaissez votre code de la route. Réduire l'âge au premier vélage et favoriser, on va dire, des vélages plus précoces que les moyennes que j'ai citées tout à l'heure permet de réduire le coût de renouvellement et le coût d'élevage des génisses. Et ici, vous avez des résultats issus de travaux menés à la ferme des Trinotières sur un peu plus de 350 femelles nées entre 2001 et 2018, des femelles Holstein, où on en comparait en fonction de l'âge au premier vélage, qui était soit très précoce, c'est-à-dire avant 2 ans, soit précoce autour de 2 ans, soit tardif à plus de 2 ans et demi. Eh bien, on a comparé, si ça s'affiche, pour ces 3 classes d'âge au premier vélage, la carrière de ces animaux, et vous voyez très facilement qu'il n'y a pas de différence entre du vélage précoce et du vélage tardif quand on élève ces animaux d'à peu près la même manière. Le vélage précoce, comme le vélage tardif, se traduisent par des durées de vie productives qui sont équivalentes dans cette exploitation-là. En termes de performance technique, donc là vous retrouvez nos 3 catégories de classes d'âge au premier vélage en colonne. On voit qu'en production laitière cumulée à l'échelle de la carrière, eh bien finalement, les vélages précoces, la colonne du milieu, on est quasiment à 29 000 kg de lait produit en moyenne à l'échelle de la carrière pour ces animaux-là, là où en vélage tardif, on a quasiment 1000 kg de lait de moins. Si on regarde ça également en termes de part de vie productive sur la vie totale, on se rend compte que les vélages précoces, en fait, les animaux qui vêlent précocement, passent 60% de leur vie au-delà, on va dire, du premier vélage, là où les vélages tardifs, en fait, passent la moitié du temps à être élevés, l'autre moitié à être au-delà du premier vélage. Un autre critère que vous peut-être connaissez à l'échelle de votre exploitation, c'est que ça se traduit par davantage de lait par jour de vie en faveur des vélages précoces, puisqu'on est à autour de 14 kg de lait par jour de vie dans cet exemple-là pour les vélages précoces, contre 12 kg de lait par jour de vie pour les vélages tardifs. Donc finalement, à l'échelle de la carrière, on a au moins autant de lait en vélage précoce et on a passé moins de temps à élever les animaux. À une échelle plus large, alors un peu plus lointaine, mais à l'échelle belge et belge francophone, puisqu'on est en Wallonie, sur 150 000 vaches Holstein qui ont été étudiées en fonction de leur âge au premier vélage. Eh bien, dans cette étude, les auteurs ont mis en évidence un peu les mêmes tendances, mais à plus grande échelle, puisque entre des classes d'âge au premier vélage comprises entre 22 et 26 mois, donc la case de gauche à l'écran, par rapport à des animaux qui ont vélé plus tardivement, 34 à 38 mois, donc la case plutôt sur la partie droite de l'écran, eh bien on voit les mêmes tendances que celles que je vous ai citées pour les trinotières. On a 0,35 lactation de plus à l'échelle de la carrière, donc ça revient à 126 jours de lactation en plus. Et en termes de production laitière cumulée à l'échelle de la carrière, on a quasiment 5000 kg de lait de plus produits par les animaux qui ont vélé précocement. Donc la question c'est, et en France, où est-ce qu'on en est par rapport à ce type d'informations? On n'a pas la réponse actuellement, mais en tout cas c'est une question qu'on va traiter dans un projet qui s'appelle Allonge, qui traite de la longévité des vaches laitières et qui est en cours et qui étudiera entre autres ces questions-là.
Donc après l'âge au vélage, le taux de renouvellement qui est le deuxième levier pour l'atelier Génis. Alors tout d'abord un petit rappel, en fait vous avez ici les courbes de production laitière des vaches de la station d'Étrinotière et on constate que les primipares, la courbe jaune, ont une production laitière largement inférieure à celle des multipares. Et c'est à partir de la 3e lactation que les vaches expriment leur maximum de potentiel, donc comme vous le voyez sur la courbe rouge. Alors, si on regarde, ça se retrouve aussi sur les données d'élevage. Vous avez ici l'exemple des prix Holstein en 2022 avec les productions laitières par rang de lactation, les taux et la matière utile. Si on regarde la répartition des effectifs qu'on a actuellement, donc avec 35% de primipares en prix Holstein, cela conduit à avoir moins de 40% des vaches qui sont en 3e lactation et plus. Si en revanche on projette et qu'on se dit si on passe à 25% de renouvellement, eh bien en fait ça permettrait d'obtenir plus de 50% des vaches en 3e lactation et plus. Et en fait si on compare compte tenu des productions par rang de lactation pour un troupeau de 100 vaches, le passage de 35% de renouvellement à 25% de primipares, même si les primipares étant plus récentes, elles peuvent avoir un potentiel génétique supérieur. Pour autant, on ne pénalise pas la production laitière, puisque pour 100 vaches, vous voyez qu'on arrive à plus de 10 000 kg de lait produit en plus et plus de 800 kg de matière utile. Donc en fait, baisser le taux de renouvellement ne pénalise pas la production. Alors, pour savoir si on peut baisser le taux de renouvellement dans son élevage, il faut déjà se poser la question sur les causes de réforme. Vous avez ici un exemple des causes de réforme citées par les éleveurs. Donc en 2005-2006, c'était une étude dans les réseaux d'élevage. Et en 2018-2019, ce sont plutôt un travail qui est fait dans les groupes de formation des chambres d'agriculture de Bretagne. Dans les deux cas, on constate que les deux principales causes de réforme, ça reste la reproduction et les mammites et cellules. Ce qui semble avoir évolué, c'est les réformes pour cause de problèmes de pattes qui semblent avoir augmenté plus récemment. Et à l'inverse, les réformes pour cause de morphologie de la mamelle ou problèmes métaboliques semblent plutôt avoir diminué. On a aussi une partie des réformes qui sont réformées, soit pour des questions de niveau de production ou de taux, mais aussi pour des raisons d'âge. C'est-à-dire, en fait, derrière, c'est un peu la peur de faire la lactation de trop. Donc, ce qui est important, en fait, c'est d'analyser ces causes de réforme, au moins sur les 2 dernières années, on va dire, pour voir si, en fait, les vaches qui sont sorties, est-ce qu'on peut les considérer comme des réformes obligatoires? C'est-à-dire que si on n'avait pas eu assez de génisses, eh bien, est-ce que de toute façon, elles auraient dû sortir quand même? Ou au contraire, finalement, des vaches qui ont, entre guillemets, un peu été poussées dehors parce qu'il y avait des génisses derrière qui arrivaient. Donc une fois qu'on a défini le taux de réforme obligatoire qu'on avait sur son exploitation, eh bien ça définit derrière le nombre de génisses dont on a besoin. Et donc du coup le nombre de vaches qu'on devra inséminer avec des taureaux de race laitière ou au contraire en croisement viande, ou le nombre de vaches dont il ne faudra pas garder le renouvellement si c'est des femelles. Alors, en fait, la maîtrise du nombre de génisses, la maîtrise du renouvellement, eh bien, en fait, elle se décide ou elle se met en pratique dès le plan d'accouplement. Ici, un premier exemple pour un troupeau de 100 vaches avec 33% de renouvellement. Donc, en fait, 33% de renouvellement, ça veut dire 33 génisses pleines, 33 primipares. Donc, derrière, ça veut dire qu'on en a élevé un petit peu plus, puisqu'on peut avoir des pertes, toutes les génisses ne sont pas forcément fécondées. Donc, ici, on l'a estimé à 37 génisses. Si on insémine toutes les génisses en race laitière, ça veut dire 33 veaux-nés, un certain nombre de veaux voilà, vont survivre ou pas. Et derrière, si on applique le sexe ratio, là dans l'exemple avec des IA conventionnels, on arrive par les génisses à 14 veaux femelles nées. Il m'en fallait 37 génisses pour les élever, donc ça veut dire que j'ai 23 génisses à élever et issues plutôt des vaches laitières. Et donc, on va appliquer le raisonnement inverse de la ligne du dessus pour arriver à 64 vaches à inséminer avec des semences de taureaux laitiers pour produire la totalité des génisses dont on a besoin. On avait 100 vaches laitières, 33% de renouvellement, ça veut dire 67 vaches potentiellement à mettre à la reproduction. Donc ça veut dire que 33% de renouvellement, eh bien, on se dit que toutes les vaches sont inséminées en race laitière et donc on garde toutes les génisses nées.
Si on passe à 25% de renouvellement, qu'est-ce que ça signifie? Donc ça veut dire 25 primipares, 25 génisses pleines, et derrière 28 génisses potentiellement à élever. De la même façon que tout à l'heure, on arrive avec les mêmes chiffres pris en compte à 10 veaux femelles qui vont être issus des génisses. Il m'en fallait 28, donc ça veut dire 18 génisses à faire naître des vaches laitières. On rebrousse le raisonnement comme tout à l'heure, et donc cette fois c'est seulement 49 vaches laitières sur mon troupeau de 100 vaches que je vais inséminer avec des taureaux de race laitière. On avait un renouvellement de 25, donc potentiellement 75 vaches à mettre à la reproduction, donc ça veut dire que c'est seulement 65%, les 2/3 des vaches qu'on met à la reproduction qui vont être inséminées avec des taureaux de race laitière, ou en tout cas qui vont servir à produire le renouvellement. Alors on pourrait se dire tout ça c'est bien gentil, c'est la théorie sur le papier, mais si la reproduction ne se passe pas comme prévu, si on n'a que des mâles, si on a un problème sur les veaux, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait le plus important c'est de faire des points d'étape pour pouvoir réajuster. Et là aussi par exemple sur le plan d'accouplement de 2023, eh bien on va regarder dans le rétroviseur ce qu'on a déjà en magasin, si je puis dire. Donc dans l'exemple qui est mis ici, un élevage où l'objectif était d'avoir 18 génisses nées, 9 par semestre, on va regarder au premier semestre 2023 qu'est-ce qui est déjà né. Donc là, il y en avait 9, donc on atteignait les objectifs, mais il y a eu un souci de reproduction. Et au deuxième semestre, on n'a que 4 femelles qui sont attendues d'après le résultat des échographies et le sexe ratio attendu. Donc ça veut dire que pour le prochain semestre, dans le plan d'accouplement, on va se donner plutôt pour objectif de faire naître 14 femelles pour compenser le semestre précédent. Et au semestre suivant, eh bien, on reviendra à l'objectif de départ. Donc en fait, en se fixant des points d'étape tous les 6 mois, même si on est en vélage étalé, ça permet de savoir où on en est. Message reçu. Donc pour maîtriser le taux de renouvellement et l'âge au vélage, eh bien, en le maîtrisant, on l'a vu, on a un impact à la fois sur le travail, le revenu, et on optimise la durée de vie productive. Je vous remercie.